ministres de l'AES sont venus rendre compte au président Goïta. Les conclusions des travaux de la réunion de la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence de la Confédération et le drapeau de l'AES ont été présentés au cours de l'audience. Le livre intitulé Un chemin de vie a été officiellement lancé par Créacom Éditions samedi dernier à Bamako. Cet ouvrage retrace le parcours inspirant d'Amagara Togo, un jeune entrepreneur visionnaire et auteur de 7 ouvrages porteurs d'espoir. Mardi 25 février 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre l'ORTM. Les conclusions des travaux de la réunion de la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence de la Confédération des États du Sahel et le drapeau de l'AES ont été présentés au général d'armée Assimi Goïta au cours d'une audience accordée au ministre de l'AES. Le président Goïta a réaffirmé son soutien aux initiatives prises par les ministres de l'AES. Voyons cette audience avec Gadi Boupérou et Tedja Kamara. Face au président de la transition, les ministres de la Confédération des États du Sahel sont en charge de la défense, de la sécurité, de la coopération et du développement. Après les réunions de haut niveau consacrées à la mise en œuvre de la feuille de route, la délégation est venue faire le compte rendu au président Goïta, non moins président de la Confédération des États du Sahel. À l'évaluation, les ministres s'expriment avec satisfaction sur les projets réalisés. Les travaux se sont bien passés. Nous sommes aboutis à de bonnes conclusions que nous sommes venus présenter à son Excellence, le président Assimi Goïta ce matin. Et nous avons reçu aussi des orientations. Et la quintessence des orientations, c'est qu'il faut qu'on aille vite, qu'on soit pratique et pragmatique pour que ça ne soit pas des mots. Il faut que sur le terrain, beaucoup de choses se fassent pour la consolidation de l'espace AES, pour la structuration de la Confédération des États de l'AES, de sorte à garantir l'indépendance et la souveraineté réelle de nos peuples. Orientés vers le progrès et la prospérité, les pays de l'AES veulent aller vite, c'est-à-dire avancer sans perdre du temps, préservant l'unité supérieure des populations de l'AES. La chose qu'il faut retenir, c'est que nous avons procédé lors de ces travaux à la présentation du nouveau drapeau de l'AES. Un très beau drapeau qui sera mis à la connaissance de tous les peuples de l'AES que nous allons célébrer maximum possible. D'ici les semaines à venir, les mois à venir, c'est de se réunir en commission avec les membres, enfin avec les pays de la CEDEAO pour arriver rapidement à des négociations et tirer des conclusions pour la poursuite de la consolidation de notre espace AES de la Confédération des pays AES et de mettre en pratique beaucoup de mesures pour arriver à des résultats probants. Animés par la vision panafricaniste, les 3 chefs d'État de l'AES préconisent une approche globale, pragmatique, encourageant les ministres à accélérer la mise en œuvre des projets identifiés dans la feuille de route. Au cours de l'audience, le président Goïta a remis le drapeau de l'AES aux ministres, l'expression de l'unité de notre espace commun. En forme rectangulaire avec un fond vert comportant en son centre le logo de l'AES, ce drapeau symbolise à la fois l'espoir et la prospérité, la renaissance et le renouveau. Symbole de notre unité, il flotte désormais aux yeux du monde. L'Association des forces vives a organisé samedi dernier une conférence de presse pour partager avec les hommes de médias ses idéaux, ses missions et sa vision politique. Elle s'articule principalement autour des actions en faveur de l'insertion socio-professionnelle des femmes et des jeunes, entre autres. Un reportage de Bokari Koulibaly. Créée en 2024, l'Association des forces vives est une association à caractère politique basée sur le développement social. Elle œuvre notamment en faveur de l'insertion socio-professionnelle des femmes et des jeunes, mais pas que. L'association a pour mission de appuyer le développement social sur toute l'étendue du territoire national, sauvegarder la cohésion sociale et l'unité nationale de notre pays, sauvegarder la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale de notre pays, contribuer et assurer la sécurité alimentaire des populations, contribuer au renforcement de la défense de la patrie. Avec comme devise paix, souveraineté et développement, l'Association des forces vives s'est dit également engagée pour l'intégration africaine et la consolidation de l'AES. L'Association des forces vives est ouverte à toutes les Maliennes et à tous les Maliens qui partagent les mêmes idéaux, la promotion de la citoyenneté et du patriotisme,
est notre combat quotidien. Venue massivement de la commune du Mandé et celle du district de Bamako, cette rencontre était opportune pour les membres et sympathisants de vanter les actions posées par l'association. On peut citer l'appui aux activités génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes, l'implantation des châteaux d'eau, entre autres. Les ressortissants du cercle de Ouattaguna à Gao expriment leur soutien aux autorités de la transition après le passage de 2 des villages de la circonscription en arrondissement. Ils l'ont fait savoir à la faveur d'une rencontre avec le préfet de Ouattaguna et le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Fata. Rokia Toutouré Al-Hassan Hamadou y était. Les ressortissants du cercle de Ouattaguna à Gao et précisément ceux des localités de Fafa et Bintia érigées en arrondissement ont tous répondu ce dimanche à l'appel de leurs leaders. Ensemble, ils ont exprimé leur adhésion aux idéaux des autorités de la transition. Nous avons à peu près 40 ans. Nous cherchons notre arrondissement, notre commune. Pour ça, nous remercions la transition. Ils ont concrétisé ça et nous les soutenons dans tout ce qu'ils sont en train de faire pour le Mali. Occasion opportune pour les leaders communautaires d'évoquer certaines doléances au préfet du cercle et au tout nouveau sous-préfet présenté à ses administrés. Parmi ces revendications figure en bonne place la facilitation du retour des populations déplacées, la prise en compte du cercle de Ouattaguna dans les programmes nationaux de développement. Je profite de l'occasion pour dire à tout Fafa que je suis à leur entière disposition, nuit comme de jour. Toute information sera remontée et en temps réel. Mais nous vous demandons l'accompagnement. Ce n'est pas le sous-préfet, ce n'est pas le préfet qui a les remèdes de toutes les maladies de la circonscription. Nous avons besoin de vos informations pour pouvoir contrecarrer certaines choses, pour pouvoir gérer certaines choses. Une circonscription administrative aujourd'hui au Mali, il y en a plus d'une centaine de cercles. Plus de 400 et quelques arrondissements. Ce n'est plus à Ansongo d'aller développer Fafa, ce n'est plus à Gao d'aller développer Ouattaguna. Ce que vous allez produire, c'est ce qui sera le prix de votre développement. Donc nous comptons sur vous, comme vous aussi vous comptez sur nous. À l'entame de la rencontre, des bénédictions et des prières ont été faites pour le pays et les autorités de la transition. Pendant 2 jours, le CCRF de Koulikoro a pris des séances de consultation gratuites en faveur des personnes atteintes d'albinisme. Cette initiative est portée par l'hôpital de dermatologie de Bamako en collaboration avec l'association des albinos de Koulikoro à travers Solidarité pour l'insertion des albinos au Mali. Siam, c'est un reportage de Ousmane Koïta. Cette action citoyenne se veut un cadre de prise en charge des questions de santé des personnes atteintes d'albinisme à Koulikoro. Il s'agit au cours de ces 2 jours de consultation d'apporter des soins à ces personnes gratuitement. À travers ces gestes, l'hôpital de dermatologie de Bamako et le CCRF de Koulikoro entendent apporter leur soutien aux albinos à travers Solidarité et l'insertion des albinos du Mali Siam. C'est pour dépister en même temps, faire la prise en charge des personnes atteintes d'albinisme qui est basée sur quoi? Les consultations gratuites et la distribution des crèmes solaires à ces personnes atteintes d'albinisme. Donc du coup, nous faisons les consultations dermatologiques gratuitement et en essayant de repérer les lésions précancéreuses et puis les cancers cutanés. Et si tel est le cas, on essaie d'intervenir sur ces lésions-là. Pour la présidente de l'association des albinos de Koulikoro, cette initiative vient à point nommé. C'est pour permettre de soulager les personnes atteintes d'albinisme et les protéger contre le cancer de peau. Je me porte bien. J'invite les autres à faire la consultation, une de leurs priorités pour maintenir leur santé. La présente activité est financée par Pierre Fabre et elle touchera environ 100 personnes atteintes d'albinisme dans le cercle de Koulikoro. Je vous l'annonçais dans les titres, le livre intitulé Un chemin de vie a été officiellement lancé par Créacom Édition samedi dernier à Bamako. Cet ouvrage retrace le parcours inspirant d'Amagara Togo, un jeune entrepreneur visionnaire et auteur de cette œuvre porteuse d'espoir. L'œuvre appelle à une mobilisation collective pour écrire les nouveaux chapitres d'une Afrique en pleine renaissance. Un reportage de Mohamed Sankari.
Un chemin de vie est un livre de 200 pages divisé en 2 parties avec plusieurs chapitres illustrés d'exemples concrets. L'auteur a consacré plus d'1 heure à résumer son parcours scolaire difficile dans la première partie, tandis que la seconde partie est dédiée à sa vision de l'Afrique en mettant particulièrement l'accent sur la jeunesse. L'histoire d'un jeune qui est né et grandi en difficulté. Étant au village, il bénéficie d'une bourse d'études pour l'étranger et partir au Maroc avec un petit sac et 15 000. Et c'est un parcours qui mérite d'être partagé. Ce livre-là, pour moi, représente beaucoup de choses. C'est le symbole du courage, c'est le symbole de la résilience, c'est le symbole de la persévérance et surtout de la détermination. Des témoignages, conseils et messages d'encouragement ont été partagés pour souligner les efforts de l'écrivain. Son résultat en réalité n'est pas surprenant parce que quand quelqu'un est aussi courageux et quand cette personne veut autant réussir, il n'y a pas de secret, c'est que la personne réussit. Il n'y a vraiment pas de secret. Ce que je vais simplement lui souhaiter, c'est de garder cette fureur en lui, même s'il réussit. Et même si la réussite est de plus en plus importante, c'est de garder quand même la fureur. Cette œuvre qui enrichira assurément les rayons des bibliothèques pour le bonheur des lecteurs a été publiée par Créacom Édition. Le livre, j'ai lu personnellement parce que la lecture est ma passion. J'ai parcouru, j'ai eu la peine, mais en parcourant le manuscrit, ça m'a donné envie de l'aider et d'être parmi les personnes qui vont lui permettre de réaliser ses rêves. Et pour moi, c'est plus que de l'or de permettre aux jeunes de réaliser leurs rêves. La cérémonie de lancement, qui a été ponctuée par une séance de questions-réponses sur le livre, a marqué une étape importante dans le parcours littéraire d'Amagara Togo. Le village de Labata, dans la commune rurale de Nyumamakana, a inauguré une nouvelle école et un avancement significatif pour l'éducation locale. Cette infrastructure financée par la Fondation Empower pour un coût total de plus de 37 millions de francs CFA. Nos envoyés spéciaux Mohamed Sangaré et Tayeb Adaviagoui. L'inauguration de l'école de Labata a suscité un grand enthousiasme dans la communauté, illustré par les danses du chef de village. Ces moments joyeux, notamment pour les enfants vivant dans des conditions précaires, a été marqué par des discours du maire et d'acteurs de l'éducation qui ont souligné le rôle de l'éducation dans le développement du village et remercié la Fondation Empower Mali. Depuis le jour où la première pierre de cette école a été posée et les élèves et les enseignants ont senti le goût de l'éducation. Nous avons compris que l'éducation est la première priorité de l'ami de la population de Labata. Grâce à ces projets, l'unité et la cohésion de Labata se sont considérablement renforcées. Qu'ils soient installés ici au village, à Labata, à Bamako, à l'intérieur du Mali, en Afrique ou dans le reste du monde, principalement en Europe, aucun ressortissant de Labata n'est resté en marge de ces projets. Pour ces projets, les habitants ont mobilisé 5 millions de francs CFA sur un coût total de 37 millions. L'infrastructure comprend 3 salles de classe, une direction, des équipements modernes et 6 latrines visant à garantir un accès équitable à l'éducation conformément aux ambitions de la Fondation Empower. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous croyons en l'avenir de nos enfants. Nous savons que chaque élève qui franchira les portes de cette salle de classe portera en lui l'espoir d'un Mali meilleur. À travers la construction de ces infrastructures, Empower Mali, à travers moi, il réaffirme sa volonté d'accompagner les communautés rurales pour garantir un accès équitable à l'éducation. Cette inauguration représente la 49e école de la Fondation à travers le pays. La cérémonie s'est conclue par la remise d'une attestation de citoyen d'honneur de Labata au directeur exécutif de la Fondation pour ses services, suivie d'une visite des locaux. Le gouverneur de la région de Nioro, le général de brigade Ali Anadi, a présidé le week-end dernier la cérémonie de sortie des 5e et 12e promotions de l'école des techniciens de santé de Nioro. Au total, 50 agents de santé étaient concernés par cette sortie de promotion. Moussa Diakité nous en dit plus.
Il s'agissait au cours de cette cérémonie de sortie de promotion pour les responsables du centre de formation des techniciens de santé, Kumboyo Ousmane Sanogo de Nuro, d'attirer l'attention des populations sur les bienfaits d'un agent de santé bien formé sur la société, de mettre en exergue les nombreux défis auxquels les jeunes agents de santé sortants seront confrontés et de leur remettre des attestations sanctionnant des années de formation nécessitant assiduité dans le travail, discipline, rigueur et sacrifice. Le centre a décidé d'immortaliser certaines personnes qui ont toujours donné le meilleur d'elles-mêmes pour soulager la population des Nioro. Filière sage-femme, la promotion sera baptisée Madame Sira Marco, assistante médicale au CCRF. Filière obstétricienne, Madame Aminata Dik Tata Koumare, infirmière obstétricienne au CCRF. Santé publique, Amadou Diallo, un médecin militaire, infirmier d'État. Docteur Hamadoun Oumar, un médecin ophtalmologue au CCRF. Au total, 50 techniciens de santé, dont 15 sages-femmes, 15 infirmiers d'État, 10 de la santé publique et 20 infirmières obstétriciennes étaient concernés par cette sortie qui a eu comme cadre la salle de spectacle de Nioro. Pour dire aux lauréats et aux lauréates que votre efficacité dépend de votre conformité aux prescriptions et aux orientations des médecins spécialistes. Votre insuffisance devant votre médecin sera comblée par les orientations et les leçons qu'il va vous donner et l'encadrement, tandis que votre insuffisance à administrer à un malade est fatale. Retrouvons les activités d'une autre fondation. Après Djikoroni Para en commune 4 du district de Bamako, Djelibougou en commune 1, 100 familles de Muni de la commune 3 ont reçu des vivres de la fondation Amadou Aïdara Doudou, composés de sacs de riz, de sucre et de bidons d'huile alimentaire. Mohamed Namakita de l'ERTM était présent à cette cérémonie. Le ramadan débute avec sa consommation accrue en produits alimentaires et c'est justement ce moment que le footballeur international Amadou Aïdara Doudou a choisi à travers sa fondation pour venir en aide aux familles démunies en leur apportant des vivres. À travers ce geste, les milliers de terrains des Aigles du Mali entendent accompagner les plus vulnérables durant cette période éprouvante. On vient avec une précarité. Nous avons 100 vivres constitués de riz, de sucre et de bidons d'huile aussi pour 100 familles nécessiteuses, vulnérables surtout, et qui va surtout les être utiles durant cette période de Ramadan. L'idée, c'est vraiment que les efforts de la Fondation se ressentent partout au Mali, que ce soit à travers le football, le sport ou à travers en tout cas nos actions de donation et nos actions humanitaires. Premier bénéficiaire de l'opération Ramadan, Amadou Aïdara 2025, la vieille Kadia Touré n'a pas tari de bénédictions à l'endroit du généreux donateur. C'est grâce à cette action que je viens de connaître Amadou. Cette aide nous sera d'un apport inestimable. Tous ces produits nous reviennent assez chers durant le Ramadan. Qu'Allah guide les pas de notre footballeur. Pour Daouda Doumbia, cette aide arrive à point nommé. Je prie Allah de faire prospérer la carrière de Amadou Aïdara au sommet du football mondial, avec toutes les difficultés que nous connaissons au Mali. Doudou a pensé à ses frères au pays. Il a toute notre bénédiction. Fondation Amadou Aïdara Doudou entend étendre l'initiative à plus de familles nécessiteuses à Bamako et à l'intérieur du pays. Page noire de ce journal, la cité des rails a perdu l'un de ses vaillants fils qui a beaucoup fait pour le développement de la ville de Kaï sur le plan politique et social. Monsieur Salif Diarra, chef de quartier de Kaï Liberté et président de l'association des autorités et légitimités traditionnelles de Kaï, s'est éteint le jeudi 20 février 2025 suite à une longue maladie à l'âge de 76 ans. Ces obsèques ont eu lieu le vendredi dernier, c'est-à-dire vendredi 21 dans l'après-midi, en présence des autorités administratives, politiques et une foule composée de parents, d'amis et d'anciens collaborateurs. C'est un reportage de Brahim Adao. La maladie a finalement eu raison de lui. Il s'agit de Salif Diarra, chef de quartier de Kaï Liberté, très engagé et dévoué pour la cause de sa ville natale. Né en 1949 à Kaï, Salif Diarra, après sa formation à l'Institut pédagogique d'enseignement général IPEC de Bamako, commence sa carrière d'enseignant à Moti en 1975.
Quelques années plus tard, il retourne à Caille avant d'être détaché et mis à la disposition de la direction régionale du budget où il servira jusqu'à sa retraite en 2008. Ce que je retiens de Salif, depuis que je l'ai connu, un homme affable, un homme disponible, un homme pondéré et sincère, un homme doux. Je n'ai jamais vu Salif se disputer ou contredire qui que ce soit. Et amicalement, il aborde tout le monde amicalement. Pendant tous les séjours qu'on a fait ensemble, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai toujours vu intervenir entre des hommes qui ne se comprennent pas. Sur le plan politique, Salif Diarra fut un grand acteur, secrétaire général du comité UNGM de son quartier et de la sous-section de la commune urbaine de Caille. Après le changement de régime en 1991, il devint conseiller communal à la mairie à la faveur des élections municipales. Beaucoup de qualités humaines ont fait de Salif un grand rassembleur, en famille comme ailleurs. C'est un grand baobab. Je dois tout à Salif. C'est pour vous dire qu'il a tout donné à Caille. Il a tout donné à son quartier. C'est un grand rassembleur, pétri de patience exceptionnelle. C'est des très bons souvenirs qu'on garde de Salif. L'infatigable chef de quartier et non moins président de l'association des autorités et légitimité traditionnelles de Caille repose désormais au cimetière de Lafiabougou, laissant derrière lui une veuve, 6 orphelins et tout un quartier inconsolable. Paix à son âme. Ceci met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain. Plaise à Dieu. Pour l'ORTM, chacun compte.